Notre invité C360 d'aujourd'hui est Imhotep Bayala. Il est le secrétaire général du cadre 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. Imhotep Bayala, bonjour. Bonjour Simon Wissou, bonjour Asmao, c'est un plaisir de vous retrouver. Et avec vous, nous allons donc analyser ce rapport donc, de l'enquête de l'ONG Conflict Armed Research rendu public fin avril intitulé Sahel sur l'origine des armes utilisées par les groupes djihadistes dans la région. Le rapport donc a concerné le Burkina Faso, le Niger, le Mali. Alors quelques résultats donc rendus dans ce rapport. L'enquête révèle qu'aucune arme utilisée par les groupes terroristes qui interviennent dans ces pays-là ne provient de l'Europe et que la majeure partie des armes qui sont utilisées sont confectionnées par les terroristes eux-mêmes d'abord et puis après aussi ce sont des armes saisies au sein des armées nationales. Vous avez eu le temps donc de suivre un tout petit peu ce rapport-là tout de suite. Comment est-ce que vous appréciez ce travail scientifique qui a été fait? Alors d'abord il faut, avant de rentrer dans le vif du sujet pour interroger le contenu de ce rapport, il faut se poser la question sur ses auteurs. Qui sont ces auteurs et c'est quoi Conflict Armament Research? Et bien évidemment, il faut aussi s'interroger au sources de financement de Conflict Armament Research. On sait très bien que cette ONG française, européenne, reçoit des fonds publics des États de l'Union européenne principalement, mais surtout des financements majoritaires de l'État français. Et quand on connaît la disgrâce que subit, le revers que subit la France, alors elle lâche tous ses chiens de garde à l'effet de documenter un certain nombre de choses pour donner raison à l'État français. Il ne faut pas détacher cette ONG de son ancrage institutionnel à l'État français et donc il participe des tentacules multiples de la politique extérieure de l'État français qui contribue à son branding, à son repositionnement. Là où l'État français tombe, ces ONG présentées comme innocentes, comme généreuses, alors sont activées et chacune selon son domaine produit un narratif convergent pour dédouaner et l'État français, pour déresponsabiliser toutes les sources établies par des rapports qui sont à l'ONU. Parce que quand on est suffisamment sérieux, on ne produit pas un tel rapport et on se contente simplement d'un reportage télé. Si les éléments de ce rapport documenté sont suffisamment consistants, on adopte la démarche de l'État burkinabé, qui est un État responsable et qui n'est pas un État qui a des attitudes qui pourraient le confondre à un État voyou. Alors que, ici, la démarche pour cette ONG qui se présente comme telle, c'était après avoir obtenu de tels résultats et d'avoir établi les responsabilités, d'avoir une attitude beaucoup plus responsable. Alors, une fois ce premier élément relevé de collision entre cette ONG et les intérêts stratégiques extérieurs de la France en dehors du continent européen, on peut maintenant se poser la question, finalement, à écouter cette enquête présentée par le journaliste comme une enquête explosive, les expressions utilisées sont tendancieuses à l'effet de provoquer soit une sympathie, soit un amour profond vis-à-vis des groupes terroristes. C'est une opération de charme. C'est une opération de com. Et c'est surtout une opération de dédouanement de la criminalité internationale qui est soutenue par des États comme l'État français, qui a été cité plusieurs fois responsable, non seulement d'armement, mais de fourniture, de renseignements tactiques, stratégiques et très exigeants que seuls les satellites peuvent fournir aux groupes terroristes. Alors, et bien évidemment, oui, on ne peut pas s'interroger sur les intentions d'un tel rapport et surtout sur le désir davantage décrédibiliser les trois pays de l'AES parce que expressement et bizarrement, les pays concernés, c'est le Mali,
le Burkina Faso et le Niger. D'accord. Alors, quand on regarde, quand on suit un tout petit peu, les enquêteurs auraient répertorié 726 armes et l'enquête a fait 10 ans, de 2014 à 2023. Et quand on jette un tout petit peu un regard sur donc, le site de l'ONG, il dit, parmi les résultats obtenus à la fin du projet, qui a été en mai 2023, réaliser des progrès significatifs pour atteindre ce résultat. Ceci comprend 38 personnes formées, 35 hommes et 3 femmes qui ont gagné en moyenne de 1 à 5 sur la capacité à analyser les sources de trafic illicite d'armes, de munitions, soutenu l'unité de soutien technique et de conflit Research Armed à élaborer donc des procédures opérationnelles normalisées. Donc ça veut dire, si on comprend bien, l'enquête s'est axée sur 38 personnes, 35 hommes et puis 3 femmes capables de pouvoir réfléchir. Comment est-ce que rapidement on peut évaluer vraiment la pesanteur de ce rapport-là? Voyez-vous, moi je suis un apprenti chercheur en sciences sociales. Je suis doctorant et mon domaine d'opération, c'est les enquêtes. Il y a les enquêtes quantitatives et les enquêtes qualitatives. Et ce qu'ils ont fait, c'est du domaine et à la fois, je dirais, les enquêtes à double variable. Enquête quantitative pour définir les pourcentages, les effectifs, donner des chiffres, et les enquêtes qualitatives qui renvoient aux analyses assorties de l'appréciation de ces chiffres. Et nous savons que sur une période de 10 ans, de 2014 à 2023, pour sortir un rapport de cette... j'avoue que c'est une insulte à la science. C'est un coup de pied à la science, à sa rigueur, à sa discipline et à sa méthodologie. Ensuite, pour un échantillon de 38 personnes, même pour, quand vous voulez sortir un article de rue, il y a des exigences. Après 10 ans. Après 10 ans. 10 ans, on a enquêté 38 personnes. Ça, c'est un document invalide, irrecevable d'un point de vue minimaliste. C'est un torchon de rue. Et même les torchons de rue sont plus appliqués. Aucun scientifique, même apprenti comme moi, ne peut, en supervisant un tel document, le valider. Il disqualifie et il déshonore la science. Un échantillon sur 10 ans pour concerner 36 armes, c'est ça? Et effectué, réalisé par 35 personnes. Je ne sais pas quels sont les effectifs des armes que nous avons uniquement pour le Burkina. On se pose même la question sur l'intention même de la publication maintenant. Oui, c'est un ramassis et à la fois de méthodes ne rendant pas compte d'un statut de document scientifique, mais qui très tôt révèle les intentions malicieuses et maléfiques de ses auteurs. Et quand vous voyez les commentaires qui sont fournis par le responsable de l'ONG, je vois plutôt un diplomate rattaché au Quai d'Orsay qu'un scientifique ou un responsable d'ONG suffisamment sérieuse. Et vous savez, depuis un certain moment, il est répété la responsabilité incessante, documentée, et dont je parlais des preuves qui ont été acheminées au Conseil de sécurité de l'ONU. Ça aurait été intéressant pour ce chercheur qui a travaillé sur 10 ans, d'au moins se pencher sur les récriminations faites par les États concernés qui l'accusent de fournir les armes eux-mêmes aux groupes terroristes, d'interroger la voix de ces États. Le scientifique ne se contente pas de ses propres lunettes à lui seul. Il regarde aussi ceux aussi qui ont opiné sur le même sujet. Qu'est-ce qu'ils disent? Et c'est un croisement de l'ensemble de ces informations qui lui permettent de sortir quelque chose. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une volonté tenace de délégation de la responsabilité. C'est Omutunde Kalala
qui utilise ce terme pour montrer que lors de la colonisation et les atrocités qui ont été commises, n'étant pas capable d'assumer la totalité des crimes, on a commencé à dire non, ce n'était pas uniquement les blancs, mais il y avait aussi les noirs. Et là également, pour être incapable d'assumer la charge de toutes les armes issues et qui crépitent au Sahel des firmes de trafic et des circuits de la France-Afrique, on dit non, ça vient aussi de la France-Afrique, mais pas totalement. Il y a une grande partie qui vient de l'environnement local. Effectivement. On dit par exemple qu'il y a 7% qui viennent de la Libye. Et on sait que la Libye a pu se retrouver dans ce contexte parce que bombardée par une décision politique de Sarkozy, président de la France et de l'OTAN. Et à partir de cela, les armes ont déferlé dans le Sahel. L'objectif, c'est de disqualifier ou tenter de discriminer donc c'est le travail qui se fait dans ces trois espaces-là. Exactement, puisque on dit, qu'est-ce qu'on dit? On dit d'abord rapport explosif parce que son narratif dans cette enquête est même contradictoire. D'abord, on commence par dire rapport explosif, on parle d'armes sophistiquées. Et en évoluant, ils se rendent compte que s'ils restent sur ce statut, ils risquent d'occulter la bravoure des djihadistes dont ils sont les porte-voix. Alors que leur intention, c'est aussi de faire un branding de la criminalité du terrorisme international. L'autre chose, hein, quand on suit les armes qui ont été présentées, des armes aussi sophistiquées, on nous dit que ce sont des armes qui auraient été fabriquées dans les années 1960, 1970, de tel calibre, et qu'on nous présente des armes qui datent d'une cinquantaine d'années. Comment est-ce que vous appréciez cela? Non, mais c'est ça, je dis que c'est une enquête qui est en elle-même révélatrice de la mauvaise foi et de la malhonnêteté intellectuelle et morale de ses auteurs. Sinon, elle ne peut pas contenir autant de contradictions sur les temporalités et sur les caractéristiques technologiques des armes, qu'on présente appartenir à une époque suffisamment lointaine, mais qu'on présente comme étant des armes caractéristiques des nouvelles technologies en matière d'armement. Il y a une contradiction scientifique. Et ensuite, on veut surtout, en le disant, c'est présenter les armées africaines après avoir chassé la France, l'armée française, les mercenaires français, de les présenter comme incapables d'adresser le défi terroriste, de les montrer comme des armées faibles et dire que finalement, elles n'ont pas fermé la poche de ravitaillement en armement, en logistique des groupes terroristes, mais c'est plutôt dans leur réserve d'armes que les terroristes puisent. Alors qu'on sait que, par exemple, l'attaque de Diapaga et les commentaires qui ont été faits par le communicateur terroriste Wassim Nasr, vous avez dû remarquer qu'à la fois, étant incapable de ravitailler par les circuits classiques, parce que fermés par le dispositif de défense de nos États, ils sont obligés de trouver et d'inventer d'autres stratagèmes. Et parmi ces stratagèmes, c'est avoir des officiers traites qui sont prêts et disposés à livrer des casernes entières pour pouvoir tenir en haleine. C'est une forme de résilience de la terreur. Tenir en haleine leurs alliés dans l'espoir hypothétique qu'un des pays tombe afin de reconquérir l'empire du trafic international. Et l'empire du trafic international ne peut être récupéré que si on trouve des moyens locaux qui permettent, par l'organisation d'attaques comme celle que je viens de décrire, vous avez vu ce qui s'est passé au nord du Bénin, ce sont des moyens de résilience, de survie, et qui ne peuvent réussir que là où il y a des officiers traites qui pactisent encore avec le colonialisme, qui pactisent avec l'impérialisme, qui pactisent avec encore la terreur. Alors, vous soulignez cet aspect des officiers qui pactisent. Alors, les auteurs de cette enquête disent avoir mené l'enquête en collaboration avec des armées des pays concernés. Est-ce qu'il ne s'y est pas de revoir même la collaboration avec l'Occident sur cet aspect? Totalement. Et vous savez très bien que depuis 2022, puisque l'enquête s'est poursuivie en 2023, effectivement, quels étaient les officiers ou quel était le dispositif de notre défense qui a participé à cette enquête? L'enquête a pris fin en mai 2023. En mai 2023. Alors, on suppose que ce qu'ils ont dit est vrai. Si c'est vrai, ça veut dire que dans notre armée, il y a encore des points focaux
du colonialisme militaire français. Jusqu'à ce point. Jusqu'à ce point. Qui, de façon détournée, malicieuse, fournissent des données à l'effet de continuer à entretenir la criminalité d'État, la criminalité internationale. C'est pourquoi je dis que si le terrorisme continue de nous affecter à ce point, malgré les acquisitions importantes et stratégiques que nous avons, c'est aussi encore lié au niveau d'état de pourriture de certains officiers de notre armée et qui continuent de se révéler à chaque saison de coup d'État. À chaque saison de coup d'État, vous avez un inventaire d'officiers, pas de n'importe quel grade, qui étaient en lien très profond avec le colonialisme. Et chaque fois qu'on dénoue les nœuds, on se rend compte qu'il y a d'autres nœuds à l'arrière. Mais l'autre élément qui pourrait être une source d'analyse entretenant un mensonge d'État, c'est que à l'époque où l'enquête se poursuivait, le Burkina Faso, à partir de septembre 2022, avait créé une rupture politique. À partir de mars 2023, le Burkina Faso avait déjà cessé toute collaboration, non seulement avec les attachés militaires, les techniciens militaires dans toutes nos institutions, mais aussi avec la coopération militaire globale. Donc ça pourrait être un mensonge entretenu dans le but de continuer à discréditer notre armée, à la présenter comme une armée poreuse, infiltrable, une armée non encore soudée et des officiers prêts à trahir leur nation. Je pense que les deux doivent être toujours bien analysés, surtout que nous avons encore des opportunités d'attaque de la sûreté de l'État et dont des officiers sont toujours sollicités à l'intérieur. Voilà donc qui a bien dit, enquête de l'ONG Conflict Armed Research, un rapport rendu public fin avril 2025, donc qui est intitulé Sahel, sur l'origine des armes utilisées par les groupes djihadistes dans la région. Merci donc à vous, Imhotep Bayala, merci d'être venu. C'est un plaisir.